Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous attaquons la partie Spring et Spring Boot. Donc, l'idée, ça va être de vous montrer un peu pourquoi Spring est utilisé, à quelle problématique il répond, et puis bah voilà, bien comprendre un peu un certain nombre de mécanismes de Spring. Spring est vraiment très large, donc on verra pas tout, mais on va essayer d'aller voir un peu comment il s'utilise dans le développement d'un framework moderne. Donc, la première problématique à bien comprendre, c'est qu'on l'utilise pour développer, entre autres, toute la partie back-end d'une application, toute celle qui tourne côté serveur. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on a besoin de frameworks plus riches. Le but est vraiment d'éviter de finir avec des codes qui sont difficilement maintenables. Et donc c'est vraiment sur cette partie-là que, bah voilà, qu'il y a eu un certain nombre d'approches qui ont été sorties. Donc la première chose à bien comprendre, c'est cette notion d'architecture où de plus en plus dans les applications modernes, on sépare très clairement la partie back-end qui va tourner quelque part dans une infrastructure type cloud ou voilà, sur un serveur dédié quelque part chez un hébergeur ou au sein de l'entreprise, de la partie dite front-end, qui peut être une application web, qui peut être développée par exemple avec des technologies comme Angular, React, Vue.js, qui peut être une application mobile, qui peut être une application lourde qui tourne sur un terminal, et tout ça interagit au travers d'une API qui s'échange des données standardisées. Et donc, là, ce qu'on va vraiment regarder maintenant, c'est cette partie back-end et en quoi Spring aide cette partie back-end. Donc, vous avez déjà regardé pendant le cours toute la partie JPA. Donc, comment est-ce qu'on simplifie, on écrit un code propre pour accéder à la partie donnée. Vous avez commencé à travailler sur la notion de développement d'API REST, et on va voir que voilà, Spring va nous fournir un certain nombre de facilités pour le développement de toute cette partie back-end. Alors, un back-end moderne, c'est quoi? Si on prend un peu les bonnes problématiques qu'on va avoir, c'est évidemment, on va avoir un code qui soit le plus simple possible, le plus maintenable. Une façon simple de faire du code maintenable, c'est d'en écrire le moins possible. Donc on a besoin d'abstraction, on a besoin que ce code soit extensible, etc., etc. On a besoin de modularité, on a besoin que l'API soit clairement spécifiée pour pouvoir être accédée par des applications tiers du type notre front-end, une application mobile ou d'autres applications. Et puis évidemment, en déploiement, on a des besoins de problématiques du type passage à l'échelle, confiance sur le fonctionnement de l'application. On veut absolument éviter les problématiques de no single point of failure, c'est-à-dire d'avoir, si j'ai un élément de mon système qui tombe en panne, que tout mon système tombe en panne, etc., etc. Et puis évidemment, on veut pouvoir le plus facilement possible aussi s'abstraire des contraintes matérielles. Ça veut dire que bah voilà, si j'ai un certain nombre de données qui tournent, si mon volume de données augmente très fortement, eh ben, je veux faire en sorte que ça n'a pas forcément d'impact sur la façon dont je développe l'application. Donc on veut se reposer en plus sur des technologies de type voilà, du stockage de données un peu avancé, des technos type cloud, etc. C'est ça qu'on va inclure dans toutes les problématiques que l'on a quand on veut développer la partie back-end. Comment est-ce qu'on va développer un tel back-end? Eh ben, en fait, on se repose sur des choses que vous connaissez bien et qu'on a vues ensemble. La première chose la plus importante, c'est la conception objet. Pour faire un code qui soit maintenable, qui soit modulaire, qui puisse évoluer dans le temps, etc., les principes les plus importants, c'est les principes de conception objet qu'on a vus ensemble. Pour toute la partie API, eh ben, on va se reposer sur une philosophie d'essayer de construire des API qui suivent le principe des architectures REST. Pour tout ce qui est accès aux données, pour avoir un bon niveau d'abstraction, bah, on va utiliser des technologies de type mapping organisationnel. Donc, c'est ce qu'on va trouver dans beaucoup de back-end. Pour augmenter la modularité, eh ben, une des choses qu'on peut utiliser, c'est la programmation par aspect. C'est par exemple ce que va proposer Spring. Donc, on va voir dans ce cours ce qu'est la programmation par aspect. Pour éviter les problématiques de single point of failure, etc., on utilise de plus en plus des middleware orientés messages pour faire en sorte que si à un moment un service ne soit pas disponible, eh ben, tout le système ne plante pas forcément. Et puis, ce qu'on verra à la fin, c'est qu'on a tendance à aller vers des découpages en microservices. Donc, on expliquera un peu ce que c'est, quelles sont les problématiques autour de ce découpage en microservices et en quoi ça simplifie la maintenabilité de notre côté backend. Donc, aujourd'hui, on va voir plus précisément le framework Spring. Donc, ce framework Spring, c'est quoi? Ce qu'on va couvrir, c'est vraiment, premièrement, les objectifs. Pourquoi est-ce que Spring a été créé? C'est un framework qui commence à dater un petit peu. Quelles étaient les problématiques qu'on avait derrière? On va ensuite regarder tout ce qui est positionnement du framework dans une architecture Java classique, comment il se positionne par rapport à d'autres technologies de développement Java côté serveur.
On va présenter les bases du framework, entre autres la partie Spring Core et Spring AOP, et puis après on viendra sur toute la partie Spring Boot, ce qui peut nous permettre de démarrer facilement justement le développement d'applications type back-end, avec comment est-ce qu'on gère toute la partie développement d'API REST, par rapport à ce que vous avez vu classiquement avec du JAX-RS, tout ce qui est accès aux données, qu'est-ce qui est offert en plus par rapport à JPA dans Spring Data, toute la partie configuration, comment est-ce qu'on configure la partie sécurité de notre back-end, et puis en quoi Spring est utile pour toutes les problématiques de tests unitaires, tests d'intégration qu'on a dans ce type d'application. Spring est très riche, donc il y a énormément de choses qu'on ne couvrira pas dans la présentation. Je vous mettrai des pointeurs, il y a pas mal de tutoriels en ligne, si vous avez des points spécifiques à regarder. On va vraiment se concentrer sur un peu ces grands points clés. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est justement les motivations, et puis on va faire un retour sur les principes de conception objet. Après, on viendra voir tout ce qui est injection de dépendance, ce qui est vraiment le cœur de Spring, la programmation de départ aspect, et puis après toute la partie Spring Boot. Les motivations. Les motivations de Spring, la première motivation importante de Spring, c'est de chercher à faire en sorte de simplifier le développement d'applications back-end en Java, avec une philosophie un peu simple qui est de dire, si tant qu'on peut pas faire les choses simplement, les choses simples simplement, imaginer faire des choses extrêmement complexes, c'est pas très raisonnable. Donc le but, ça a vraiment été de simplifier cette problématique de développement en Java. Donc, simplifier le développement, entre autres, en J2E. Alors, ça répondait à une problématique, c'est que dans les années 2000, il y a tout un framework autour des EJB, entre autres des EJB2 qui étaient sortis, qui étaient assez lourds d'un point de vue méthode de développement. Et donc, vraiment, ça, les développeurs se sont dit, mais si on met autant de contraintes au développement, ça va être une problématique importante et ça a mené à pas mal d'échecs sur les projets. Donc, le but, c'était de simplifier sans réduire les possibilités, vraiment ne pas casser toute la problématique de conception objet, qui était là aussi un des points il y avait une certain nombre de limitations dans les JB2 qui empêchaient de temps en temps de faire de la conception objet comme on souhaitait. Et puis partir de l'expérience d'un certain nombre de développeurs qui ont mis au sein de ce framework les bonnes pratiques qu'ils trouvaient dans leur projet. Et entre autres, de cette expérience qu'avait Rod Johnson, qui est, on va dire, un des concepteurs principaux de Spring. Donc, Spring, quand ça a été créé, un des points importants, c'est que ils ont mis en avant ce qui était important pour eux. Donc, ils ont, un peu à la mode américaine, ils ont fait un mission statement qui était de dire, premièrement, faire du développement Java côté serveur, ça doit être un plaisir. Deuxième chose importante, il faut pouvoir travailler avec des interfaces plutôt que des classes. C'est une bonne pratique en conception objet, et on ne doit pas avoir de surcoût à utiliser des interfaces, que ce soit en développement ou à l'exécution. La notion de Java Bean, donc d'objet Java tout simple, c'est vraiment très pratique pour configurer une application. Si j'ai une bête classe Java qui a un attribut foo avec un getter et un setter, je peux changer cet attribut foo en passant par setter, récupérer cet attribut foo en passant par le getter, et donc cette notion de Java Bean, c'est un bon moyen de configurer les applications. Quatrième point très important, la conception objet, c'est ce qu'il y a de plus important que n'importe quelle technologie. Dit autrement, n'importe quelle technologie qui vous empêche de faire de la conception objet propre est une mauvaise technologie. Attraper des exceptions, les exceptions c'est une bonne pratique, mais en gros, forcer sans arrêt le développeur à attraper les exceptions introduit là aussi des mauvaises pratiques de développement qui fait que si on me force sans arrêt à attraper des exceptions, je finis par avoir une pratique qui consiste à faire un try-catch, où j'attrape l'exception de plus haut niveau. Comme je sais pas trop quoi en faire, je fais un e.printStackTrace. Et donc, ce qui est dit derrière, c'est que forcer le développeur, comme c'était fait en Java, à attraper les exceptions tout le temps, ça, c'est pas une bonne pratique de développement. Donc l'idée, c'est que le framework ne doit pas vous forcer à gérer des exceptions qui n'ont pas de sens pour vous. Et enfin, le point le plus important, c'est la testabilité est essentielle. Et donc, il est important de faciliter toutes les problématiques de testabilité dans une application. Donc c'est vraiment des points qui ont été mis en avant dans Spring et pour simplifier le développement d'applications côté backend.
Les choses qu'ils ont offert, ça a été donc se dire, ce qu'il faut pour simplifier la vie, c'est de fournir ce qu'ils ont appelé un conteneur léger. Conteneur léger, c'était en rapport par rapport au conteneur lourd des EJB, et donc ça voulait dire un conteneur qui fait pas grand-chose, mais qui va prendre en gros un certain nombre prendre en charge un certain nombre de préoccupations, par exemple le cycle de vie des objets, le contexte dans lequel s'exécutent les objets, etc. Une abstraction pour gérer tout ce qui était transaction, et puis une abstraction pour tout ce qui était géré accès aux données. L'intégration d'un certain nombre de technologies existantes qui étaient bien faites, comme ce que vous avez vu sur la partie JPA et mapping opérationnel, l'intégration de bonnes pratiques comme la programmation par aspect, et puis un framework pour le développement de la partie contrôleur d'un MVC dans une application qui tourne côté serveur, le tout dans un cadre de développement open source non invasif pour pouvoir faciliter son utilisation dans un contexte industriel. Qu'est-ce qui a été après mis comme moyen important dans Spring? On a vu l'utilisation des POJO, des Plain Old Java Objects, un modèle objet tout simple qui facilite la testabilité, qui facilite la relecture de code. C'est une pratique qui a été reprise derrière dans la plupart des frameworks, de se dire mais on va plutôt utiliser des mécanismes d'annotation, on veut absolument éviter le fait qu'un objet doive étendre une classe d'un framework technique. Ça, c'est plutôt une mauvaise pratique. Et puis, l'avantage des POJO, c'est que ça offre une configuration sophistiquée, adaptée à la complexité des applications réelles. Je vais pouvoir, comme ça, instancier tout mon graphe d'objets simplement. Et pour faire ça, on va chercher à le faire de manière déclarative, c'est-à-dire non envahissante, non programmative, pour tout ce qui est assemblage des objets. On suit après de manière classique une architecture en couches, ce qu'on trouve assez de manière naturelle dans un back-end. Pourquoi? Parce que ça permet de résoudre dans chacune des couches un certain nombre de problématiques techniques. Ça permet d'avoir une séparation claire des différentes préoccupations, la préoccupation des accès aux données, la préoccupation de la sécurité, la préoccupation de la gestion des transactions, etc. Une notion de programmation par composant et par interface. On verra avec des composants qui sont réduits à un côté très simple, qui sont une classe, qui implémente et qui requiert des interfaces pour pouvoir avoir une bonne modularité, l'isolation des traitements, etc. La gestion d'un certain nombre de fonctionnalités transverses, des données qui traversent plusieurs couches, etc., etc. Un modèle métier qui reste extrêmement proche. Donc on va avoir une architecture en couche de manière assez classique avec la partie APIfication, qui va pouvoir après accéder à un certain nombre de services métiers, qui va pouvoir accéder à des DAO, qui va pouvoir accéder au modèle métier et à la base de données par derrière, avec des gestions de problématiques transverses qui sont la sécurité, authentification, autorisation, les transactions, les exceptions sur cette partie. Qu'est-ce que ça nous permet d'avoir? Une programmation par composant, une isolation des traitements, une séparation des préoccupations métiers et techniques, des bonnes pratiques au niveau du code, donc encapsulation, isolation des traitements, possibilité de tester unitairement les différents composants, facilité de réutiliser des composants, facilité de maintenir le code parce qu'il est mieux structuré, facilité de faire évoluer un composant parce que comme il est plus modulaire, on va pouvoir changer un composant, le remplacer par un autre, etc. Et donc ça nous donne un framework global pour organiser l'architecture en couche de notre back-end, structurer, avoir des bons niveaux d'abstraction en fonction des préoccupations qui sont communes sur tout ce qu'on va trouver dans un développement côté back-end. C'est vraiment ce qu'ils ont cherché à contrer. Là, c'est juste un placement par rapport avec une technologie que vous avez moins vue, mais un petit peu, sur la partie placement par rapport entre autres aux EJB2. Les EJB2, leur principale problématique, c'est qu'ils ont été vus comme trop complexes, trop de configurations à faire dans des descripteurs XML qui étaient pénibles, un certain nombre de limitations sur les services métiers qu'on pouvait appeler. Et donc, tout ça, c'est ce que Spring a voulu contrer. Tout en se disant, mais ok, Java pour faire du back-end, ça reste une bonne stack technique, un bon langage de programmation, mais il faut simplifier tout le reste. Donc les conteneurs légers, une définition, ils utilisent des bêtes objets Java tout simples, ils vont faire de l'injection de dépendance, on va voir derrière comment ils s'en sortent. Ils ont différents types de composants pour gérer le cycle de vie des objets. On peut déclarer qu'un objet est un singleton, on n'a pas besoin de programmer son singleton. On peut en faire un prototype, on peut dire on a une instance par thread, une instance par session, etc.
Et puis, ce framework va justement prendre en charge ce cycle de vie de ces objets. Les points forts des conteneurs légers, ils sont peu intrusifs, ils sont indépendants des choix des API J2E qu'on souhaite utiliser, et puis ils sont utilisables après sur différents serveurs d'application.